Étranglée, retrouvée au milieu des dunes de sable, les policiers enquêtent sur le meurtre de Cilia, une jeune Suissesse de 18 ans retrouvée samedi sur la plage de Carcan en Gironde. Pour collecter les témoignages, des affichettes ont été largement diffusées, en français, en anglais et en allemand. Les investigations ont commencé par le camping où la jeune fille passait ses vacances. Bonjour, c'était il y a un peu plus de 20 ans sur une plage du Médoc face à l'océan Atlantique. En pleine vacances d'été, le corps d'une jeune Suissesse est découvert sans vie à Carcan-Plage. Cilia Trindler a été étouffée par un homme qui lui a maintenu la tête dans le sable jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer et succombe, asphyxiée. Les enquêteurs vont longtemps s'interroger sur ce crime tout aussi brutal que cruel, sans mobile précis si ce n'est la frénésie de tuer. Un ADN va être prélevé. Mais comment l'identifier parmi les 25 000 touristes qui, à cette époque de l'année, fréquentent ce bout du littoral aquitain? Des Français, bien sûr, mais aussi des Allemands, des Anglais, des Belges, des Hollandais. Des milliers de tests ordonnés, des portraits robots, des suspects désignés et interrogés, mais rien qui ne mène au meurtrier de Carcan-Plage. Dossier insoluble, récemment aiguillé vers le pôle des affaires non résolues, les cold cases. Qui était avec la jeune femme ce soir-là? Va-t-on enfin savoir? Et pourquoi l'enquête redémarre? Question posée aujourd'hui à nos invités, émission en partenariat avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, le meurtre de Cilia Trindler. À l'été 2000, cette jeune Suissesse discrète, effacée, va être découverte sans vie sur une grande plage de Gironde, alors bondée de touristes. On l'a volontairement étouffée. Samedi 5 août 2000, vers 13h30, un touriste hollandais qui marche dans les dunes de Carcan-Plage, station balnéaire de la Côte d'Argent, à 1 heure de Bordeaux, tombe sur un corps grossièrement recouvert de sable. C'est une jeune femme inerte dont on ne distingue pas le visage, enfouie dans la dune. Les gendarmes, tout de suite sur place, n'ont pas beaucoup de doutes sur la nature du décès. La scène est explicite, ni un accident, ni un malaise, mais très certainement un geste criminel. La jeune femme, mince, bronzée, est encore habillée. Un polo noir, une petite jupe marron et en dessous un maillot de bain de couleur rouge. Une bouteille d'eau minérale est à côté du corps, ainsi que ses baskets rouges. Dans l'une des chaussures, on retrouve la bague qu'elle portait. Le corps est basculé en avant, couché sur le ventre, la tête est enfouie dans le sable. On ne voit que des cheveux longs et bruns émerger. Inimaginable que la jeune femme ait mis fin ainsi à ses jours. C'est avec force qu'on l'a maintenue dans cette position. Le légiste confirme que la victime est morte par asphyxie. Sa bouche est pleine de sable, tout comme ses yeux. Elle est décédée par suffocation. Le médecin ne détecte pas de traces de violence, d'hématomes ou de coups, même si elle a tenté de se défendre. Ainsi qu'en témoignent des traces sous ses ongles. Elle n'a apparemment pas été violée et ne présente pas de signes d'agression sexuelle. Un crime probablement commis la veille, au soir ou aux premières heures du matin. La victime de la plage est rapidement identifiée. Elle séjournait au camping municipal à 2 km de là, l'emplacement 118, à 2 heures du matin. Les parents, un couple de Suisses, sont venus signaler aux gardiens que leur fille n'était pas rentrée. La jeune femme est Cilia Trindler, 18 ans, résidente à Rifferswil, un village à une vingtaine de kilomètres de Zurich. La famille, le père, la mère et leurs 2 enfants, Cilia et son petit frère David, 13 ans, est arrivé au camping le 24 juillet. Ils devaient repartir justement ce samedi 5 août. Les bagages étaient prêts, le séjour réglé. Le père et la mère sont sous le choc, ils témoignent de vacances paisibles. Cilia a beau avoir 18 ans, elle n'était pas encore très indépendante. Elle est décrite comme une fille réservée, prudente, pas du tout aventureuse et parfois mélancolique. Elle a connu ces dernières années des problèmes psychologiques. Elle a dû séjourner dans un établissement spécialisé en Suisse. Elle dormait dans la tente de ses parents, on ne lui connaît pas de petite amie, elle ne parle que l'allemand. Elle avait un peu de mal à nouer des relations dans le camping et apparaissait le plus souvent solitaire. Les enquêteurs veulent tout connaître des dernières heures de Cilia. Vendredi 4 août, elle a déjeuné en famille, puis elle est partie sur la plage. Elle s'est jointe à un groupe de filles et de garçons, des Parisiens, en vacances. Elle est restée avec eux jusqu'en fin d'après-midi. À cause de ses difficultés à s'exprimer en français, elle est apparue un peu perdue. Un de ces Parisiens témoigne, elle n'avait pas l'air gaie. Je crois même l'avoir vue pleurer en silence. Le gardien du camping certifie l'avoir croisée dans l'après-midi, vers 18h. Son petit frère David se
souvient l'avoir vue à la même heure, passer devant la tente. Un couple d'Allemands l'a aperçue vers 19h15 sur la plage. Elle était seule, à environ 2 km du lieu où on l'a retrouvée. Un appel à témoins est diffusé. Dans les semaines qui suivent, les gendarmes adressent plus de 2500 lettres avec 2 photos de la victime à quelques 2500 vacanciers qui ont séjourné dans le secteur, dans ce coin du Médoc. Sur le moment, personne alors ne se souvient avoir croisé la jeune femme. Le fait qu'une habitante du coin lui ressemble de façon troublante va un temps embrouiller les investigations jusqu'à ce que le doute soit levé. Et cet appel à témoignage va livrer des pistes et même la description d'un jeune homme qui va vite devenir le suspect numéro 1, on peut l'appeler comme ça. Nous allons voir ce que vont donner ces recherches dans la suite de l'heure du crime. Restons pour l'instant dans ce coin de dunes qui font face à l'Atlantique, paysage qui est totalement désert l'hiver, mais là on est en plein été et fourmille beaucoup de touristes pour ces vacances estivales. Bonjour Jean-Michel Desplot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime et au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au quotidien Sud-Ouest, responsable du pôle faits divers dans ce journal. Je voudrais, Jean-Michel, que vous nous disiez un petit peu déjà à quoi ressemble cet endroit, cette plage, et puis ce coin isolé où a été trouvé le corps. Je crois que ça s'appelle le Crot des Cavales, d'après ce que j'ai lu. Absolument, Jean-Alphonse. Alors nous sommes dans le Médoc, dans le nord du département de la Gironde. Il faut savoir qu'au mois de juillet et août, cette partie du département est peuplée de touristes, énormément de touristes. Il y a à proximité Lacanau. Là, nous sommes à Carcan, une station balnéaire, effectivement Carcan-Plage, où il y a à cette époque-là, entre le fin juillet, début août, entre 25 et 30 000 personnes qui migrent sur cette zone. Encore un mot, Jean-Michel Desplot. Au passage, je souligne que vous êtes avec notre ami Philippe de Maria, notre correspondant dans cette grande région aquitaine, qui est avec vous pour la transmission. Et évidemment, on le salue chaleureusement. Encore un petit mot. Ce coin isolé, le Crot des Cavales, ce coin où on découvre le corps, il faut un petit peu connaître quand même pour y aller, hein. Oui, absolument. Alors ce sont des dunes, des dunes de sable qui permettent de se cacher. Il y a pas mal d'ailleurs l'été quelques deals de stupéfiants dans ces petites dunes qui longent la côte entre camping et océan. Bonjour Didier Tessédou. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être au téléphone de l'heure du crime. À l'époque, vous étiez major à la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe homicide complexe pendant 11 ans. Et vous êtes sans doute le meilleur connaisseur de cette histoire. Vous avez enquêté pendant des années sur cette affaire qui vous tient beaucoup à cœur. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui pour nous parler reçu l'accord du pôle Cold Case pour s'exprimer, puisque ce dossier, on va le voir d'ailleurs, ce dossier est désormais rentré dans ce service des Cold Case qui va l'examiner. Alors, Didier Tessédou, première question, scène de crime très particulière, j'ai envie de dire presque singulière. Alors la particularité, selon moi, c'est déjà sa situation géographique. C'est le week-end de chassé-croisé juillet-août. La population locale, avec les estivants, est estimée à peu près 40 000 personnes. Cilia, elle est vue pour la dernière fois le vendredi 4 août, vers 19h15, sur le cordon dunaire. Le cordon dunaire, c'est la partie qui surplombe la plage, située à environ 2 km au nord du camping. Elle est vue par 2 touristes allemands qui la voient dessiner des inscriptions sur le sable à l'aide d'un bâton. D'ailleurs, ça sera d'un grand intérêt pour l'enquête, puisqu'il s'avérera le lendemain que c'est le lieu de découverte du corps. On va en parler justement de cette inscription dans la suite de l'œuvre du crime, parce qu'elle est importante aussi. Didier Tessédou, qu'est-ce qu'elle dit, l'autopsie, précisément ? L'autopsie, elle a conclu à une mort par action conjointe de suffocation, donc tête maintenue dans le sable, puisqu'elle a la bouche et les voies aériennes supérieures emplies de sable, et l'action conjointe de strangulation. Voilà, donc probablement maintenu le cou serré et la tête enfouie dans le sable. Elle a eu un rapport sexuel complet, antémortem, donc avant sa mort, sans que l'autopsie ne révèle de traces de violence sexuelle. L'autopsie a également révélé une mobilisation secondaire du corps, laissant penser que le corps a pu être bougé après sa mort. Alors on pense qu'il a probablement été enseveli quelques heures après le décès, peut-être à la nuit tombée. Peut-être l'auteur était revenu sur les lieux pour ensevelir le corps.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, Didier Tessédou, parce qu'effectivement il y a ce rapport sexuel, mais ça ne veut pas dire parce qu'elle a eu un rapport sexuel que la personne avec qui elle était, le jeune homme avec qui elle était, soit évidemment l'auteur du crime. Bonjour Damien Delseny. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui vous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, chef du service police-justice au Parisien, le journal avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat pour traiter cette affaire. Et vous avez sorti ce matin même dans votre quotidien, le Parisien, aujourd'hui en France, qui a tué la jeune Cilia. C'est ce grand article qui est paru ce matin. Damien Delseny, un mot. Qui est Cilia Trindler ? C'est une fille qui n'a pas eu une enfance apparemment très facile. Alors ça, c'est d'ailleurs l'enquête qui va permettre de découvrir un peu cette biographie un peu chaotique, effectivement. Donc c'est une jeune fille qui a 18 ans, qui vit en Suisse avec ses parents, et l'enquête qui va être menée d'ailleurs assez longtemps après son décès va démontrer qu'elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance quand elle avait environ 6-8 ans, que cette affaire a été cachée par sa famille. Elle a prévenu sa famille à l'époque, qui était au courant, qui a préféré un peu enterrer cette histoire d'abus sexuels parce que ça se passait dans un village relativement petit et que en fait les parents avaient peur du qu'en dira-t-on, etc. Donc en gros on lui a demandé de se taire. Cette affaire elle n'a jamais été évoquée par ses parents, et on sait que c'est quelque chose qui évidemment a créé un traumatisme profond chez elle, qui explique sans doute aussi son séjour en hôpital psy quand elle était adolescente, et c'est quelque chose dont elle avait reparlé à 16-17 ans parce qu'elle reprochait à ses parents justement d'avoir couvert ça. Si je vous pose la question, c'est qu'effectivement elle apparaît toujours très triste. Tous les témoignages vont dire la même chose. Parfois elle pleure même, il y a des larmes qui se dessinent sur son visage. On a l'impression d'une gamine qui est un petit peu, je dis une gamine parce qu'elle fait plus jeune que son âge, qui est un petit peu larguée comme ça. Oui, parce qu'encore une fois, elle fragile et vulnérable. Elle a avec elle ce traumatisme profond qui est celui des abus sexuels qu'on connaît, et en plus d'avoir été à l'époque, elle a le sentiment d'avoir été quelque part doublement frappée, puisque sa famille ne l'a pas défendue, ne l'a pas soutenue dans cette épreuve-là. Didier Tessédou, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. On peut penser qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Ah oui, on peut imaginer, oui. Forcément, tout est possible. Mais on ne lui connaissait pas, elle n'avait pas lié d'amour de vacances, elle n'avait pas de copain attitré, elle n'avait pas de relation particulière, voilà. C'était quelqu'un de psychologiquement fragile, Cilia, qui avait du mal à aller vers les autres, qui pouvait très bien entrer dans un groupe, mais sans prendre la parole. Les autres estivants la regardaient un peu de travers en pensant qu'elle avait un problème psychologique. Les gendarmes vont se démener pour faire avancer les investigations. Un possible suspect va rapidement les occuper. Dans les jours suivant le crime, une cinquantaine de gendarmes de la section de recherche de Bordeaux quadrillent le camping municipal où séjournait Cilia avec sa famille. Personne n'a souvenir de l'avoir croisée ou avoir échangé quelques mots avec elle. Le journal intime de la victime est examiné, mais il ne révèle ni prénom ni rencontre particulière. Impossible bien sûr d'entendre tous les résidents du camping présents au moment du drame. Beaucoup sont déjà repartis aux quatre coins de l'Europe. Sur le lieu du crime, Cilia Trindler avait pris le temps d'écrire en toutes lettres sur le sable le nom de Bob Marley, le roi du reggae, une musique qu'elle aimait beaucoup. Était-elle à ce moment-là en compagnie d'un garçon ou a-t-elle été surprise par un inconnu ? Cette inscription va conduire les enquêteurs à s'intéresser à un festival de reggae qui se tenait alors sur la plage de Montalivet, à quelques kilomètres de Carcan. Cilia avait-elle l'intention de s'y rendre seule ou avec quelqu'un ? La piste ne donne rien. Les enquêteurs disposent d'une empreinte ADN masculine détectée sous les ongles de la victime. Des autostoppeurs qui se trouvaient sur les routes autour du camping sont contrôlés. Tous les garçons qui fréquentent le bar à la mode proche du camping, le Galipo, n'échappent pas aux gendarmes. La clientèle masculine est soumise au test ADN. Les fichiers des personnes connues pour violence ou agression sexuelle sont explorés. Rien ne match. La cellule spéciale homicide 33 dédiée à l'affaire ne parvient pas à dégager une piste. 7 mois après le début des investigations, mars 2021, un témoin intéressant se manifeste. Son récit est étayé. Il se trouvait à cette période en vacances dans la région. Il a formellement reconnu Cilia Trindler sur les photos de l'avis de recherche. Le témoin indique que le vendredi 4 août 2000, il l'a vue vers 19h en compagnie d'un créole ou d'un antillais âgé entre 20 et 25 ans, les cheveux décolorés, parsemé de mèches rousses. La scène se déroulait au bar Heidi, à Carcan-Plage. L'homme s'en souvient car la fille pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle était triste. Il indique que l'individu, svelte, t-shirt et bermuda, l'a prise par le bras. Ils sont partis vers la plage.
Le portrait robot du suspect est diffusé, affiché dans toutes les gendarmeries et commissariats. 9 mois plus tard, lundi 3 décembre 2001, un homme est interpellé dans l'Aveyron. Ce Marocain de 23 ans est arrêté après avoir agressé un gendarme lors d'un contrôle. Son visage ressemble à celui du portrait robot. Les enquêteurs se rendent aussitôt à Rodez afin de procéder à un test ADN, mais l'espoir retombe. L'ADN ne correspond pas à celui retrouvé sous les ongles de la victime. Le portrait robot peut aussi laisser penser à un surfeur. Le patron d'une boutique est interrogé et mis hors de cause, tout comme le cuisinier d'un hôtel de Carcan, dont la coupe de cheveux est identique à celle du suspect. Il est laissé libre au moment du meurtre. Il était derrière ses fourneaux. Et c'est vrai que les efforts ne sont pas payants. Impossible d'avoir un début d'explication sur ce crime qui a tout d'un crime gratuit. Encore une fois, le mobile reste des plus flous. Jean-Michel Desplot, on vous retrouve en compagnie de Philippe de Maria près de Bordeaux. Vous êtes journaliste au quotidien Sud-Ouest, responsable du pôle faits divers dans ce journal. La difficulté, j'ai envie de dire, c'est cette population très mouvante, très itinérante de vacanciers, parce que les gens dans un camping sont là 2-3 jours, parfois même quelques heures, et puis ils s'en vont. Oui, pour les gendarmes, effectivement, Jean-Alphonse, c'est une enquête très difficile. Déjà, à la base, elle est très compliquée, mais à plus forte raison à cette période-là de l'année où il y a énormément, comme vous l'indiquez, de touristes sur la côte. Plus de 5000 tests ADN ont été pratiqués, des portraits robots ont été diffusés, mais à l'époque, il faut se souvenir qu'il y a 23 ans, les portraits robots étaient peut-être un peu plus approximatifs qu'ils ne le sont à l'heure actuelle avec les techniques modernes d'investigation. Même, il faut bien le dire, les portraits robots, c'est rare qu'ils débouchent sur quelque chose de concret. C'est une habitude policière, mais hélas, ça n'a pas jamais vraiment porté ses fruits. Il y a parfois un décalage, oui, effectivement. Il y a parfois un décalage. Didier Tessédou, vous êtes à l'époque major à la section de recherche de Bordeaux et vous êtes l'un des gendarmes qui menait l'enquête. Vous l'avez suivi de A à Z, cette enquête. Alors à l'époque, vous n'avez pas beaucoup de choses, mais vous avez d'abord ce témoignage de ce couple allemand qui a vu Cilia sur la plage. Elle était toute seule. Par chance, nous, le témoignage du couple allemand qui a aperçu Cilia le soir de sa disparition sur le lieu où sera découvert le corps, dans la tenue avec laquelle elle est découverte, ça va permettre quand même d'écarter beaucoup d'autres scénarios qui vont se présenter aux enquêteurs. Et puis, alors, il y a ce témoignage, c'est important, et puis il y a cette inscription sur le sable, Bob Marley. Elle va beaucoup vous intéresser, cette inscription, Didier Tessédou. Alors sur le sable, elle a fait des références à Bob Marley. Alors on sait que l'enquête nous démontrera après que Cilia était fan de reggae. Et puis des inscriptions un peu plus mystiques. On a découvert ça également dans son journal intime. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup référence au monde de la sorcellerie, à la religion, à toutes ces choses-là. Voilà. Donc il y a des inscriptions qui ont pas été déchiffrées parce qu'elles étaient partielles ou parce que le vent avait balayé la dune. Mais il y avait au moins une inscription, oui, effectivement, où on pouvait lire Bob Marley. Damien Delceni, je voudrais qu'on revienne un petit peu avec vous. Vous êtes journaliste au Parisien. Le Parisien aujourd'hui en France, vous êtes notre partenaire. Nous sommes partenaires dans cette affaire aujourd'hui. Sur ce portrait robot, parce qu'il va quand même beaucoup prospérer. Il va occuper les enquêteurs pendant des mois et des mois. On va se focaliser là-dessus, sur cet homme avec les cheveux décolorés. Oui, alors même des années. Mais en fait, oui, parce que le témoignage qui permet d'aboutir à ce portrait robot, il est assez précis. Il est surtout précis dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit avoir vu Cilia avec ce jeune homme dans le créneau horaire où effectivement elle n'est plus sur la plage, mais elle peut être ailleurs. Et puis le témoin dit en plus qu'elle repart vers la plage, vers les dunes avec ce jeune homme. Et effectivement, ce portrait robot, plusieurs années après, puisque quasiment 15 ans après, on va finir par mettre un nom sur ce portrait robot. Et ça va emmener les gendarmes d'ailleurs jusque sur l'île de la Réunion, puisque c'est là-bas qu'on va aller interroger la personne qui correspond à ce portrait robot, qui va d'ailleurs confirmer que c'est bien lui, c'est-à-dire il était effectivement dans la région de Carcan à l'époque, il faisait du surf, etc. Cette personne, elle va être prélevée. Son ADN va être comparé aux traces ADN qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Ça va pas du tout correspondre. Et puis lui, d'ailleurs, ne va pas dire qu'il était avec elle ce soir-là. Mais en tout cas, ce fameux créole avec les cheveux peroxydés et des mèches rousses, ils vont finir par l'identifier plus de 15 ans après. C'est fou d'ailleurs, parce que c'est une enquête au long cours qui est exceptionnelle. Donc on l'identifie. Bon, voilà, la piste, elle tombe à l'eau. Plus de portraits robots qui tiennent la route. Encore un mot, Damien Delceni. Il y a cette inscription sur le sable.
Bob Marley, bon, on sait qu'elle est fan de reggae, c'est pas très étonnant. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu le temps de l'écrire, en tout cas, hein, et elle a pris son temps. Elle ne semblait pas être sous la pression de qui que ce soit. Et puis il y a ces inscriptions un petit peu kabbalistiques qui font référence à la sorcellerie. Ça, c'est un petit peu troublant. Alors, c'est ce que disait l'enquêteur. En fait, c'est en enquêtant en fait sur elle qu'on va un peu remettre tout ça dans l'ordre. D'abord, effectivement, sur son journal intime, son journal de bord, elle fait beaucoup de références à ça. Elle fait beaucoup de signes un peu ésotériques. Et puis, en fait, en enquêtant sur sa vie de famille, on va s'apercevoir que sa maman fait plus ou moins partie d'une secte en Suisse. Elle est d'ailleurs, sa maman est d'ailleurs l'une des maîtresses d'un gourou local qui organise cette secte. Donc on comprend qu'elle évolue aussi depuis des années dans un univers un peu particulier. Et où effectivement elle peut avoir été un peu poreuse à ce genre de signes, ce genre de croyances, etc. Donc ça, on va le découvrir, enfin les enquêteurs vont le découvrir en travaillant sur sa famille en Suisse. Et encore une fois, il faut bien le préciser, Damien Delceni, parce que ce portrait qui est fait de Cilia, c'est le portrait d'une jeune femme très fragile, très vulnérable. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas le français, elle est peut-être à la merci de quelqu'un qui aurait tout simplement voulu aller faire un tour sur la plage avec elle. Oui, il y a beaucoup de choses. Elle a presque le comportement d'un enfant aussi. Il n'y a pas d'âge pour dessiner sur le sable, c'est clair, mais quand on est seul, dessiner des petites inscriptions sur le sable quand on a 18 ans, ça peut paraître un peu surprenant. Et on se dit, bon bah voilà, qu'est-ce qu'elle fait à 2 kilomètres du camping ? Pourquoi effectivement, elle donne cette image de fragilité et de vulnérabilité, ça c'est sûr. Jean-Michel Desplot, journaliste au quotidien Sud-Ouest, et c'est vous qui traitez les faits divers pour ce quotidien. Un mot avec vous. Localement, on peut dire que c'est une traque incessante, parce qu'il y a des centaines de personnes, de locaux, je parle bien d'habitants du coin, qui vont être entendus, questionnés. Oui, tout à fait, Jean-Alphonse. Je m'entretenais encore il y a quelques heures avec le maire de l'époque, Henri Sabarot, le maire de Carcan, qui garde un souvenir très 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 vivace de cette enquête et qui a fortement ému la population de Carcan, qui est une ville paisible, une station balnéaire très très tranquille. Et effectivement, le meurtre de Cilia Trindler a créé un véritable traumatisme à l'époque sur la côte et dans le département. Alors bien évidemment, le journal Sud-Ouest s'est intéressé à cette affaire. Bien sûr. Nous nous y intéressons encore aujourd'hui notamment avec l'émission TV7 Enquête, TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, où nous enquêtons sur ce meurtre. Et on se trouve dans une impasse, quoi. Également, on voit que aujourd'hui encore, on est vraiment dans une impasse judiciaire. Aucune piste solide, et si le meurtrier de la jeune Suissesse était un tueur itinérant ? L'objectif des enquêteurs est maintenant d'identifier le suspect, de le localiser et surtout de comparer son ADN avec celui retrouvé sous les ongles de la jeune Cilia l'été dernier et qui jusqu'à présent n'avait pas pu être exploité. Le gérant du camping de Maubuisson, dans le Médoc, à 5 minutes seulement de celui de Carcan-Plage, raconte qu'au moment du meurtre de Cilia, le dénommé Alain Diaz a fait partie de ses clients. Diaz défraie alors la chronique. Cet homme a été arrêté, soupçonné d'avoir tué le 4 décembre 2001 un petit garçon de 10 ans, Larbi Fanous. Il a bien séjourné dans ce camping pendant tout le mois d'août 2000, arrivé seulement 2 jours avant la mort de la Suissesse. Il avait loué cet emplacement sous le nom de sa compagne. La section de recherche de Bordeaux entend Alain Diaz. Il confirme son séjour dans le secteur, mais dément le meurtre de Cilia. Ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime. Nouvelle impasse. 6 août 2003, le corps de Audrey Texier, 16 ans, est retrouvé en bordure d'un chemin à Saint-Martin-de-Ré, à 250 km au nord de Carcan-Plage. Elle a été violée, assassinée. Elle est morte par asphyxie. Audrey Texier était une lycéenne en vacances, tout comme Cilia Trindler. Elle avait de longs cheveux bruns comme Cilia. C'est le même type de victime et le même mode opératoire à la même période de l'année, concède le lieutenant-colonel Hubert. Une équipe de gendarmes est envoyée sur place afin de déterminer de possibles correspondance entre les 2 crimes. 4 mois plus tard, un suspect, Frédéric Ramette, 26 ans, passe aux aveux, mais en dépit des similitudes, il n'est pas le meurtrier de Cilia. Aucune correspondance. ADN.
Et voilà donc pour ces vérifications. Damien Delceni, on vous retrouve, journaliste, chef du service police-justice au journal Le Parisien. Parisien aujourd'hui en France, journal avec lequel nous sommes en partenariat aujourd'hui. La piste des tueurs en série, on va les appeler comme ça pour simplifier, c'est-à-dire des personnes qui seraient un petit peu itinérants et qui auraient commis d'autres crimes, elle va être évidemment, je suppose, examinée dans cette affaire. Évidemment. Surtout que la piste des tueurs en série, souvent, elle arrive quand les pistes un peu évidentes de proches, etc. ont été évacuées, donc on se penche sur des crimes sériels. Là, ce qui est quand même un tout petit peu perturbant, c'est que en général, un tueur en série, il a un mobile qui est très souvent sexuel. Là, d'après les constatations qui sont faites à l'autopsie, la relation sexuelle qu'a eue Sylvia Trindler très peu de temps avant de mourir, elle est consentie. En tout cas, c'est ce que... Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas les traces habituel qu'on trouve sur un corps quand il y a eu une relation sexuelle forcée. Même si elle s'est défendue quand même. Hein. Alors même si est-ce qu'elle s'est défendue dans la bagarre qui a suivi, etc. D'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui si la personne qui a eu cette relation sexuelle avec Sylvia est la même personne que celle qui l'a tuée. Ça peut être deux personnes différentes. Mais effectivement, on va aller regarder du côté des criminels un peu sériels. Mais on a quand même cette trace ADN qui existe. Hein. C'est dans tous les dossiers, on n'a pas une empreinte ADN complète. Et ce qui est embêtant, c'est que depuis presque 23 ans maintenant, cette trace ADN, elle ne matche jamais avec rien. C'est-à-dire que on peut estimer que le meurtrier, ou en tout cas quelqu'un qui a à connaître du meurtre de Sylvia Trindler, il n'a jamais plus fait parler de lui après. Ce qui est encore une fois très perturbant et ce qui évacue de fait la piste d'un criminel d'habitude qui aurait replongé à un moment donné et dont on aurait retrouvé la trace par cette trace ADN. Oui, alors ça, c'est la démonstration que, comme on ne trouve pas de correspondance, il se peut que cette personne n'ait tué, j'ai envie de dire qu'une fois. C'est ce qu'on peut estimer. Jean-Michel Desplot, journaliste au quotidien Sud-Ouest, et vous êtes avec Philippe de Maria à Bordeaux. Vous êtes responsable du pôle fait divers au quotidien Sud-Ouest. Damien Delceni le disait, on est déjà à plus de 2500 prélèvements ADN, juste à cette époque. Hein, oui. 2500 prélèvements ADN. Je suppose que dans la région, chez vous, tout le monde se regarde un petit peu, pas du coin de l'œil, mais en tout cas, voilà, c'est une affaire qui fait du bruit. Mais en 2000, effectivement, au mois d'août 2000 à Carcan, il y avait une drôle d'ambiance dans la station balnéaire parce que plus de 5000 tests ont été pratiqués auprès de la population, hein. Donc de l'épicier au garde champêtre, en passant par toute la population, les sapeurs-pompiers, tout le monde a été prélevé, hein, comme l'on dit, mais aucun test n'a matché avec l'ADN retrouvé sur la victime. Ce qui est très étonnant. Didier Tessédou, vous, à l'époque, vous étiez major à la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe homicide complexe pendant 11 ans. On sait que cette affaire, elle vous tient à cœur et vous la connaissez vraiment parfaitement. Vous êtes sans doute même le meilleur connaisseur de cette histoire. Alors, il y a ce groupe homicide 33, c'est comme ça qu'appellent les gendarmes les groupes dédiés à un crime, avec le numéro du département, 33, la Gironde. Homicide 33, c'est beaucoup de moyens déployés, Didier Tessédou? Oui, c'est un groupe d'enquêteurs qui va être exclusivement dédié à cette enquête et qui va perdurer pendant de nombreuses années. On a par chance un ADN qui va quand même permettre de fermer beaucoup de portes pour écarter des pistes, parce que dans ce genre de région, à cette époque de l'année, forcément, tout travers apporte un intérêt ou suscite la curiosité des enquêteurs, hein, un exhibitionniste, l'adultère, tout un tas de comportements qui font la vie d'un camping, hein, qui font la vie d'un camping, effectivement, avec des personnes qui peut-être n'osent pas venir témoigner. C'est aussi des personnes qui ont peut-être vu quelque chose, mais qui étaient dans une situation un petit peu particulière et qui n'ont jamais parlé aux enquêteurs. Les recherches vont de plus en plus s'élargir, bien au-delà du Médoc. La réponse se trouve-t-elle tout simplement en Suisse ? 17 mois après la découverte du corps sans vie de Sylvia Trindler, les gendarmes ont entendu déjà une dizaine de jeunes Allemands en vacances en août 2000 à Carcan-Plage, dans le Médoc. 2013, les recherches visent à nouveau plusieurs ressortissants étrangers à Bordeaux. Le nouveau directeur d'enquête a établi toute une liste de vérifications. Les gendarmes se déplacent ainsi à Zurich pour réentendre les parents, les proches, les professeurs et les amis de la victime. Il y a quelques années, Sylvia avait été victime d'un viol commis par un voisin de la famille, affaire que les parents souhaitaient ne pas ébruiter, mais qui a considérablement perturbé l'adolescente. Elle a alors été suivie quelque temps par des psychologues. Le voisin en question est entendu. Il finit, après bien des tergiversations, à être soumis à un test ADN, lequel se révèle négatif.
Les gendarmes vont également adresser des commissions rogatoires en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils souhaitent que certaines personnes soient soumises à des tests ADN. Des jeunes gens ayant séjourné au camping de Carcan ou dans les auberges de jeunesse proches. Mais les enquêteurs ne retirent pas grand-chose de cette pêche à distance, sinon les refus de nombreux tests ADN et des témoignages évasif. Le commandant de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac, le colonel Frédéric Bonneval, assure au journal Sud-Ouest « La police technique et scientifique peut beaucoup nous aider. Nous travaillons sur les fichiers ADN. Nous n'abandonnerons jamais ». Et effectivement, ne jamais abandonner, c'est le mot d'ordre dans cette affaire, en tout cas du côté des gendarmes qui n'ont jamais rien lâché. Damien Dalceni, là, l'enquête se déplace même assez loin. On va jusqu'aux Pays-Bas, je crois, en commission rogatoire. On va en Allemagne, puis on va en Suisse, parce qu'on revient toujours à cet environnement familial. Vous nous l'avez décrit, mais c'est important, parce qu'ils semblent s'y attacher, les enquêteurs, à cette famille suisse. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que en 2001, c'est-à-dire un an après la mort de Silvia, au moment de la date anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, les parents vont revenir à Carcan, se recueillir à l'endroit où elle a été tuée, et les gendarmes locaux, ils en profitent pour essayer de les entendre, les auditionner, parce que ils les ont auditionnés évidemment un an avant, mais ils se disent toujours, oui, il y a des choses, le contexte est différent. Il y a des choses qui peuvent revenir, etc. Et en fait, cette audition, elle se passe assez mal. Les parents ont l'impression d'être soupçonnés, ils trouvent les questions beaucoup trop poussées, beaucoup trop intimes. Cette entrevue, elle se passe très mal, et elle laisse aussi aux gendarmes une espèce de sentiment qu'il y a des secrets dans cette famille, que tout n'est pas dit, qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Alors, il laisse passer le temps parce que c'est pas une priorité de l'enquête, mais ça existe dans l'esprit des enquêteurs. Et puis en 2010-2011, quand Didier Tessédou, qui était avec nous cet après-midi, reprend le dossier, arrive à la section de recherche de Bordeaux et reprend ce dossier qui était sur le point d'ailleurs d'être clôturé, c'est lui qui dit non, ne le fermez pas, on va continuer. Il va de lui-même dire, moi je mets de côté l'histoire d'ADN et je vais me concentrer sur la proximité et la famille. Et c'est lui qui va enclencher cette enquête suisse, en allant chercher dans le passé, dans les proches, dans les gens qui ont connu même les copains de lycée et de collège de Silvia, pour essayer de comprendre qui était cette fille et quelle était sa vie. Et donc il va, avec la brigade criminelle de Zurich, mener pendant 2 ans des investigations très poussées qui vont lui permettre de découvrir beaucoup de choses. Et justement, Didier Tessédou, il est avec nous. Je lui pose la question, Didier Tessédou, Damien Dalceni vient de le dire, c'est vous qui avez creusé cette piste familiale, vous avez empêché d'ailleurs que le dossier se referme un petit peu trop vite. Vous en pensez quoi, cette piste familiale? Vous y croyez toujours? La piste familiale, je dirais que c'est une piste qui existe toujours, parce qu'on aura toujours la question. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours la question. J'ai toujours le sentiment que tout n'a pas été fait, tout n'a pas été dit, forcément. Mais l'ADN n'a rien à voir avec la famille Trindler, n'a rien à voir avec l'environnement de la famille Trindler. Mais si tant est que le porteur de sperme, je dirais, est bien l'auteur du meurtre. Encore un mot, qui est cet homme qui est accusé d'avoir violé Silvia dans son enfance? Parce que là aussi c'est important, vous l'avez questionné, les gendarmes là-bas en Suisse, cet homme. Cet individu qui aurait agressé Silvia dans sa jeunesse, dans son enfance, on a fini par l'identifier parce que la mère a fini quand même en audition en 2015 par nous communiquer son identité. Cet individu, il a refusé le prélèvement ADN. Et c'est le seul sur les 5700 prélèvements qui ont été faits dans le dossier qui a refusé le prélèvement. Mais 2 ans plus tard, on a pu trouver un moyen, un biais juridique, et on a pu et l'auditionner et le prélever, et en fait, il s'avérait qu'il n'avait rien à voir avec les dossiers. Jean-Michel Desplot, journaliste au quotidien Sud-Ouest et responsable du pôle fait divers dans ce quotidien, c'est un peu désespérant cette enquête, parce qu'on a beaucoup de pistes, puis rien n'aboutit, c'est vraiment un travail de Sisyphe, c'est très lourd à porter. La clé, elle reste aujourd'hui, c'est l'ADN. La clé reste l'ADN et puis ce dépaysement au pôle national des crimes sériels ou non élucidés du tribunal de Nanterre où on nous indique que l'enquête repart de zéro du début. Hein. Donc on a encore peut-être espoir que cet ADN matche un jour avec le fichier national, quoi. Damien Dalceni, vous partagez ce que dit Jean-Michel Desplot, c'est-à-dire que aujourd'hui, hélas, j'ai envie de dire, c'est l'ADN, c'est peut-être pas la reine des preuves, mais là, c'est la reine des indices. En tout cas, c'est l'élément qui permettrait d'au moins mettre un nom sur la personne qui, à minima, a vu Silvia vivante pour la dernière fois, sans aller beaucoup plus loin. Donc déjà, ça, ce serait évidemment primordial pour l'enquête. Après 22 ans d'investigation, le dossier va être confié au pôle des cold cases.
Automne 2022, le procureur de Bordeaux accepte le transfert du dossier Cilia Trindler au tribunal de Nanterre, au pôle dédié aux affaires non résolues. Une procédure pour le moins volumineuse, 20 000 personnes entendues, 5 000 hommes de plus de 16 ans ayant séjourné dans le Médoc, identifiés, plus de 5 700 tests ADN pratiqués. Malgré ce travail colossal, impossible de mettre un nom et un visage sur le meurtrier de Cilia. À Carcan-Plage, l'affaire Cilia Trindler est encore dans toutes les mémoires. Impossible de savoir si la vacancière au regard triste a été victime d'une mauvaise rencontre ou tout au contraire d'un homme qui ne lui était pas étranger et qu'elle aurait suivi dans les dunes. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Didier Tessédou, à l'époque major de la section de recherche de Bordeaux, chef du groupe homicide complexe pendant 11 ans. Et c'est vous qui avez mené en très grande partie cette enquête et vous nous faites aujourd'hui l'honneur, effectivement, de venir témoigner de ce travail fastidieux qui, hélas, n'a toujours pas porté ses fruits. Je voudrais juste un mot, Didier Tessédou. Il y a eu la piste du festival reggae. Elle a écrit sur le sable. Bob Marley, c'était une fan de reggae. Il y avait un festival à ce moment-là dans la région. Cette piste, elle a été explorée de fond en comble, je suppose. Eh bien, pas forcément. Ce festival, il draine énormément de monde. Je parle de plusieurs milliers de personnes sur plusieurs journées consécutives. Il aurait fallu, à ce moment-là, bloquer le site du Reggae Sunska, le site où se déroule le festival, et quitter l'ensemble des intervenants pour pouvoir et les auditionner et les prélever tous. Et là, c'est très compliqué, quoi. Donc c'est pas une piste, à mon sens, en tout cas dans le dossier, c'est pas une piste qui a vraiment été travaillée. Moi, je vais vous poser une question difficile, Didier Tessédou. La piste la plus intéressante, selon vous? Ouais, moi, je vous dirais franchement, à mon sens aujourd'hui, toutes les pistes qui ont été suivies étaient sérieuses, selon moi. Elles avaient toute une vraie raison d'exister. Mais pour être honnête, avec le recul, avec maintenant cette année de recul que j'ai par rapport à ces 11 années que j'ai passées sur ce dossier, j'ai aujourd'hui aucune certitude. Je suis incapable de vous dire, de me prononcer sur une piste plus que sur une autre. On a étudié la piste Fourniret, la piste Homme, vous voyez, tous ces gens-là ont été comparés. Même la piste familiale, pour qui connaît l'environnement de cette famille, ça pose question, forcément. Jean-Michel Desplomb, on vous retrouve avec Philippe de Maria. Vous êtes journaliste au quotidien Sud-Ouest, responsable du pôle Faits divers dans ce journal. J'ai envie de vous demander, sur place, cette affaire, elle marque encore les esprits aujourd'hui. C'est un mystère et on en parle encore. Oui, absolument, Jean-Alphonse. Le fait que nous ayons fait un papier la semaine dernière suite au dépaysement de l'affaire au pôle Cold Case, ça a ravivé dans la mémoire des habitants de Carcan cette dramatique affaire. Comme je vous l'indiquais, c'est le Médoc, une zone très tranquille du département de la Gironde. Et aujourd'hui encore, avec ce mystère Cilia Trindler qui reste non élucidé, ça crée encore dans la ville, et puis chaque été les habitants se remémorent cette triste affaire. Et puis vous travaillez à Sud-Ouest, on le dit jamais assez, mais les quotidiens régionaux, ils sont capitaux dans la vie de notre pays, et souvent quand vous parlez d'une histoire comme ça, il y a des témoignages qui remontent. Je suppose qu'après le papier que vous avez fait, l'article que vous avez fait paraître, il y a toujours des remontées comme ça qui sont intéressantes. Absolument. D'ailleurs, les magistrats s'appuient régulièrement sur les papiers de la presse quotidienne régionale, qui sont un petit peu la mémoire vivante, la mémoire vivante et la mémoire locale de toutes ces affaires, et qui permettent parfois de faire avancer les dossiers, mais là, ce n'est pas le cas. Damien Delceni, journaliste chef du service police-justice au Parisien, le Parisien aujourd'hui en France, vous êtes notre partenaire aujourd'hui dans cette émission consacrée à Cilia Trindler. Qu'est-ce que peut faire le pôle judiciaire des affaires non résolues? Parce qu'on a l'impression, alors là, je suis désolé, mais il y a 22 ans d'enquête, je crois, on a tout fait, on a tout ratissé. Alors, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de crime parfait, il y a que des enquêtes imparfaites. Il faut reconnaître que celle-là qui n'a pas abouti, elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt bien faite. Ouais. Donc c'est pas très juste, mais bon, c'est pas une réponse. Ce que va faire le pôle maintenant, c'est reprendre ce qu'ils font à chaque fois, relire complètement le dossier, ce qui va être long et fastidieux parce que le dossier il est costaud, il est très épais. Et essayer de repérer si une piste ou une autre, à leur sens, n'ont pas forcément été menées jusqu'au bout. Moi, j'en ai discuté avec Didier Tessédou là, avant l'émission. Lui, il a beaucoup travaillé seul sur ce dossier. Alors, il était bien sûr aidé ponctuellement, mais il était le référent. Et lui, il m'a parlé, il m'a dit, il y a un moment donné, quand on est enquêteur, il y a une espèce d'effet tunnel, c'est-à-dire qu'on
il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. On connaît le dossier par cœur, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Et lui se réjouissait, entre guillemets, que ça puisse passer entre d'autres mains parce que peut-être que quelque chose va devenir évident en 2023 alors que ça ne l'était pas en 2001. Oui, un nom, une circonstance, etc. qui peuvent émerger effectivement quand on ne connaît pas le dossier. Tout de suite, ça saute aux yeux. Didier Tessédou, justement, je vais terminer cette émission avec vous. Question simple, en quoi cette affaire est-elle si extraordinaire pour que vous l'ayez suivie de si près pendant autant d'années? Alors pour moi, elle est extraordinaire, mais alors vraiment extraordinaire au sens premier du terme. Déjà par sa durée, parce que ça fait 23 ans. Par le nombre de pièces de procédure, ça représentait 65 000 pièces de procédure, c'est énorme. Par le nombre de prélèvements ADN, 5 700 à ce jour, partout en Europe. Et puis, quand vous êtes enquêteur de police judiciaire, un jour dans votre vie, dans votre carrière, vous espérez traiter un dossier comme le Catherine Ders, parce que c'est des dossiers passionnants qui vous prennent. 12 ans après, j'en parle encore avec passion, je suis capable d'en parler pendant des heures, quoi. Forcément, je suis plein d'espoir encore. Et on espère, nous aussi, que effectivement cette affaire pourra être résolue. Merci beaucoup Didier Tessédou, Damien Delceni et Jean-Michel Desplot avec Philippe de Maria d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.